Cette attitude de jeter épuise rapidement le stock limité de ressources et matériaux utilisés dans la production de ces biens produisant des déchets toxiques. Comment éviter cela? Nous devons transformer ce modèle linéaire qui est le nôtre en un modèle circulaire, qui s'inspire des écosystèmes naturels. L'idée étant que la matière et l'énergie ne doivent pas être perdues ni gaspillées. Cela fonctionne depuis des millénaires. Les biens que nous produisons et consommons doivent être durables, comme autrefois. La réparation des biens devrait être la première option en cas de panne. Les composants biologiques doivent être compostés afin de retourner en terre sous forme de nutriments. Qu'en est-il des biens électroniques qui ont atteint leur fin de vie? Ceux-ci seront capturés pour être démontés afin de récupérer les ressources qu'ils contiennent. Ils deviennent ainsi les ressources de demain. On bouclerait ainsi les circuits à toutes les étapes de la chaîne de valeur durable. En adoptant cette nouvelle façon d'opérer, nous entrons dans une économie circulaire. Donc, permettez-moi avant tout remercier tous les parties prenantes qui nous permettent à cette conférence à faire aujourd'hui. Maintenant aussi des représentants depuis l'organisation telle qui Fish Africa Green de l'UNEP, maintenant aussi des représentants de l'ADEME, aussi du Sénat de l'île de la Réunion, et aussi plusieurs intervenants à travers le monde qui font partie de la conférence pour tenir à remercier tout un chacun. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous retrouvons l'importance de ce passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Qui fait nous besoin faire ça? Pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'il nous besoin protéger l'environnement. Quand nous devons protéger l'environnement, ce passage à l'économie circulaire, une étude fin démontré, ça permet à ce qui nous réduire le gaz à effet de serre, ça permet d'amener une meilleure croissance dans le pays, ça permet aussi la création d'emplois. Donc, il est extrêmement important. Nous allons prendre un exemple basique à Maurice, pour dire que nous produisons 540 000 tonnes de déchets annuellement, nous allons dire quelques pourcents seulement qui vraiment recyclent. Alors qu'il y a une étude qui démontrer, il y a 50 à 60% qui nous a composté, qui nous capable de recycler, qui nous capable de ramener dans le cycle de production et de la consommation. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que nos modes de vie lui-même, nous sommes capables de changer. Nous devons arrêter avec ça l'habitude, quand nous finissons de consommer, nous aider. Nous devons arrêter chaque produit qui nous peut consommer. S'il arrive à ce end of lifetime, nous devons si nous sommes capables de réparer. Nous devons est-ce qu'il nous capable de tirer une pièce détachée avec lui, capable de prendre un cycle de production pour la production d'autres produits. Et il est extrêmement important. Sa responsabilité-là, ce n'est pas juste la responsabilité du consommateur mauricien. Ce n'est pas juste la responsabilité des différentes autorités. Même au niveau du secteur privé. Il est important, quand je mets un produit sur le marché, je suis capable de dire non, qui ce lifetime était. Il ne fallait pas mettre un produit avec un lifetime qui est trop court. Nous sommes capables de mettre un produit qui a un long lifetime. Nous sommes capables de mettre un matériel qui servait pour produire ce produit-là. Nous sommes un matériel qui demain est capable de permettre nous de récupérer ce matériel pour capable de fabriquer d'autres produits encore. C'est à la base de ce changement de comportement, que ce soit en termes de production, que ce soit en termes de consommation, qui nous est capable d'amener vraiment une sustainable économie pour le pays. Nous avons plusieurs projets qui peuvent faire. Nous avons par exemple, nous pouvons faire ce qu'on appelle, nous pouvons introduire le concept de Extended Producer's Responsibility en ce qui concerne tout un produit électrique et électronique. Nous permet aussi le tri des déchets. Là, nous pouvons finaliser le tendering procedure pour un centre de compostage et aussi un centre de tri dans le pays. Et ce centre de compostage, ce centre de tri là pour permettre nous de récupérer les déchets avant qu'il y ait le marché close. Donc là, mon capable de dire, c'est toute une série d'initiatives qui peuvent prendre. Et ça qui est vraiment encourageant. Et là, c'est pas une nouvelle initiative qui peut prendre là, mais aussi une initiative qui déjà existait. Et il y a un bon nombre de ONG, il y a un bon nombre de secteurs privés qui peut déjà pratiquer l'économie circulaire. Donc, l'idée avant tout, c'est lancer un appel. Il fallait que l'économie circulaire vienne un mode de vie. Il fallait que l'économie circulaire forme partie de la stratégie des différents ministères, de la stratégie du secteur privé, et libérer le mode de vie mauricien. Mesdames et messieurs, nous faisons du développement durable notre priorité. Je suis convaincu que cette transition s'effectuera au travers de l'implémentation d'un modèle de l'économie circulaire. Car rappelons-nous que le déchet le plus facile
à éliminer et celui que nous n'avons pas produit. En plus d'être un désastre pour notre population et notre écosystème, les conséquences du dérèglement climatique sont un frein pour atteindre notre potentiel de croissance économique. En effet, les institutions internationales, à l'instar du Fonds monétaire international, s'accordent toutes sur ce lien de causalité. En 2018, le FMI a notamment publié un document de travail qui indique que pour les pays émergents tels que Maurice, une augmentation d'1% de la température fait baisser la croissance la même année de 0,9 points de pourcentage. Cela a de quoi faire réfléchir même les plus grands climato-sceptiques. Face à cette réalité, nous devons plus vite briser ce cercle vicieux au profit d'un nouveau modèle vertueux. Mesdames et messieurs, à quelques semaines de la présentation du budget 2022-2023, je me saisis de cette opportunité pour vous confier que le développement durable sera l'un des grands thèmes du budget à venir. Le sujet avait d'ailleurs occupé une place prépondérante des budgets précédents. Permettez-moi à cet égard de rappeler quelques-unes des mesures phares que j'avais annoncées. Pour l'année 2020-2021, nous avons fait provision de quelques 100 milliards de roupies pour assurer une transition vertueuse vers un modèle de développement durable efficace et inclusif. Ce montant couvrait notamment l'extension du réseau du métro express pour promouvoir les transports publics neutres en carbone, la construction du barrage de Rivière-des-Anguilles pour se prémunir des risques de sécheresse, mais aussi la construction de 12 000 logements sociaux intégrant des technologies respectueuses de l'environnement. Dans cette même perspective, le concept cher à l'économie circulaire, réduire, réutiliser, recycler, récupérer, avait également été développé pour assurer une meilleure gestion des déchets. Développement du réseau des Civil Amenity Centers, tri des déchets à la source, compostage des déchets de marché et valorisation des activités de rechappage des pneumatiques à hauteur de 25 roupies par pneu sont quelques-unes des mesures qui ont d'ores et déjà été introduites à l'occasion du budget 2020-2021. Mais ce n'est pas tout. Au travers du budget 2021-2022, nos ambitions en termes de développement durable se sont ouvertement consolidées. En ce qui concerne les énergies renouvelables, nous avons opté pour des stratégies incitatives, proactives, afin que le secteur devienne un pilier de notre économie. Ainsi, dans le but d'atteindre un taux de 60% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, ainsi que l'arrêt de l'utilisation de charbon d'ici 2030, nous avons annoncé quelques mesures et donné la possibilité aux entreprises et aux particuliers de fournir de l'énergie renouvelable directement au Central Electricity Board. Mesdames et messieurs, au-delà de ces importantes mesures budgétaires, à l'échelle de mon ministère, nous conduisons un grand nombre d'initiatives ayant pour finalité de mesurer, d'atténuer et de nous adapter au dérèglement climatique. À cet égard, j'ai eu l'honneur de signer un prêt de contingence d'un montant historique de 300 millions d'euros pour financer des projets à fort impact sociaux et environnementaux. Afin de renforcer notre résilience environnementale,
cette facilité accordée par la France et accompagnée d'une subvention nous permet de travailler sur le nouveau cadre légal et institutionnel de Maurice en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Enfin, je tiens à souligner que les institutions sous le ministère des Finances ne sont pas en reste dans la lutte contre le changement climatique. Et pour cela, je cite la publication du Guide national pour l'émission d'obligations vertes, bleues et sociales et la mise en place du Climate Change Center par la Banque de Maurice, tout comme le développement par l'Economic Development Board en partenariat avec les Nations Unies d'une plateforme en ligne pour attirer des investissements à Maurice compatibles avec les objectifs du développement durable. Mesdames et messieurs, ce gouvernement, avec l'appui de la population et des opérateurs, est pleinement engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique. Si le sujet est grave, permettez-moi de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Car tout au long de ce cheminement, celui de la transition environnementale et énergétique de Maurice, nous avons de nombreuses opportunités à saisir. L'Union européenne est fortement engagée sur la question de l'économie circulaire, tant au niveau européen qu'au niveau global. With the environmental master plan 2020-2030 and now the action plan that will emanate from this assise on circular economy, focus should be on their urgent adoption and certainly implementation. Honourable Minister, please allow me to commend the recent measures taken by the government to protect the environment. I have in mind the law on plastic, the law on the beach authority, but also the several beach cleaning campaigns under the leadership of the Prime Minister. These will, without any doubts, provide a new impetus at the national level to protect our common home, our unique planet. The tone has been set, and now there is a need to ensure that the population is thoroughly sensitized and new legislation are fully applied. I wish to stress the importance of sensitizing the youth also. We had a lot of success in the Eco Schools project, whereby the youth of some 150 schools across the islands have been sensitized via appropriate tools. The EU is ready to use these tools in the rest of the all education institutions. For instance, having a dedicated environmental day in schools is an activity that our Team Europe will be glad to support. During this assise, let's work together on moving from discussion to implementation. Let's replicate what has been done so far in terms of pilot projects, in terms of research, in terms of studies, and in terms of intelligence building. All of this has to be now implemented at national level. For this, ministers, the EU remain a reliable partner with whom you can continue to count. Before concluding, I would like to thank wholeheartedly the UN for implementing the Switch Africa Green project so well and for the support in organizing this assise. I wish you all very fruitful discussions and deliberation during these 3 days. I'll be happy to participate in the last session and to moderate the results of the 3 days of reflection. Thank you very much for your commitment and thank you for your attention.